Bonjour à tous, merci de me donner l'opportunité d'échanger. Beaucoup de choses ont été dites, donc j'ai l'impression que j'arrive un petit peu après la bataille, mais finalement je vais prendre un chemin un petit peu différent. Je vais faire un retour sur l'histoire pour replacer d'où on vient quand on se pose cette question. Open Science, et peut-être que ça peut nous aider à mettre derrière ce terme une signification plus large. Donc ce que je voulais faire, c'était poser la question finalement de l'âge de cette préoccupation d'Open Science en vous parlant de l'utilisation d'anagrammes, donc c'est ce que je vais faire tout à l'heure, et aussi mettre en lien ces besoins de partager qui vont être conditionnés par les évolutions technologiques. Et donc on va le voir avec peut-être une première révolution d'Open Science qui était associée à l'imprimerie et Gutenberg, et puis les avances technologiques du monde digital aujourd'hui, et puis donc la révolution actuelle. Et enfin peut-être donner quelques exemples d'initiatives d'Open Science avec un petit accent sur l'approche pour la science pour les citoyens. Alors, avant Open Science, comment est-ce qu'on faisait pour se réclamer d'une découverte? Et il n'y avait pas de journaux scientifiques et les anagrammes étaient une façon de prouver qu'on était le premier à avoir fait une découverte. Donc, vous avez l'exemple d'un anagramme ici, silent qui signifie listen. Et donc, on pouvait partager, marquer son territoire d'une certaine façon pour faire savoir à ses pairs qu'on détenait un scoop. Et en même temps, c'était une protection, parce que c'était, au moment de l'Inquisition, également important de ne pas forcément s'exposer sur ce qu'on avait découvert, parce que ça conduit à des gros risques. Et voilà un des exemples, c'est celui de Galilée à Kepler, en 1610, un anagramme à propos de Vénus, dans lequel vous avez la version latine, qui donnait, dans la version anagramme, elles sont à présent trop jeunes pour être lues par moi, et ensuite la mère de l'amour imite la forme de Cynthia, donc de la Lune, et donc là il s'agissait de l'observation de Galilée sur les phases de Vénus. Et la lecture de Kepler, qui est assez amusante, en essayant de déchiffrer l'anagramme, il a trouvé autre chose. Et puis, il a abouti à dire qu'il y avait une tache rouge sur Jupiter qui tournait de façon mathématique. Et donc, avec cette erreur, il a, malgré tout, trouvé quelque chose qui était juste. Donc, c'est assez amusant de voir comment les choses peuvent être également détournées. Pour dire que ce n'était pas un cas unique, il y a eu un deuxième anagramme, celui concernant Saturne. Et dans ce cas-là, l'anagramme en question permettait d'indiquer que la planète la plus distante avait une forme triple. Et là, il s'agissait des anneaux de Saturne, décrits par Galilée, une vraie découverte, mais imparfaite dans sa description. Et Kepler, à la traduction de cet anagramme, lui, en fait, s'est trompé de planète, mais a trouvé quand même quelque chose d'intéressant, puisque là, il parlait de Mars. Donc, comme quoi, cette approche, qui était un peu un dialogue de sourds, avait conduit à des découvertes assez amusantes. Maintenant, si on prend l'exemple de Christian Huygens, là vous voyez un anagramme vraiment très difficile, et c'est avec cet anagramme que lui a réellement rapporté de façon plus claire la forme de l'anneau de Saturne. Donc c'est là de la précision, une meilleure résolution. Mais je voudrais dire que ce qui est peut-être important aussi, c'est de replacer la science dans son contexte politique et ses soutiens. Puisqu'à l'époque, la science était réservée à un petit club qui était soutenu par un patronage aristocratique, comme on soutenait les artistes. Et donc, les patrons, eux aussi, souhaitaient tirer parti ou se prévaloir des découvertes. Donc, il y avait cette association dans ce côté de cacher un peu l'information. Mais évidemment, c'est devenu de plus en plus important au niveau de l'ensemble de la communauté de partager ces connaissances, et le développement des institutions scientifiques
a amené à cette réflexion sur une méthode plus scientifique. La première académie en Italie, en 1603, suivie par la Royal Society et l'Académie des sciences, qui est l'endroit où nous sommes aujourd'hui. Donc cette institutionnalisation de la science visait à améliorer la connaissance, mais aussi à fournir des éléments scientifiques que la société était en attente de pouvoir utiliser et d'exploiter. Donc les premiers journaux, en 1665, ça a été mentionné ce matin, il y avait le Journal des savants en France, quelques mois avant les Philosophical Transactions of the Royal Society. Et donc un point intéressant, c'est qu'à ce moment-là, la revue, c'était simplement le point de vue de l'éditeur, qui pouvait chercher ou pas l'avis d'autres personnes qu'il allait choisir lui-même. Et suite à cet avènement des journaux, on est parti sur une augmentation du nombre de journaux, 30 en 1699, et c'est parti, vous voyez, en 2018, jusqu'à plus d'1 million d'articles publiés dans PubMed. Donc peut-être que un des points intéressants, c'est que l'adoption de l'inspection par un comité de paper, enfin pour les philosophical transactions, c'est une méthode qui avait en fait été initialement développée en peer review system par la Royal Society en Écosse. Donc c'est les Écossais qui ont été les premiers sur cette approche. Et à cette époque, ce qui est aussi intéressant de noter, c'était que c'est une période pendant laquelle il y avait beaucoup plus de place dans les journaux que de papier à publier. Donc la stringence n'était pas nécessairement la même qu'elle a été à un autre moment. Et aujourd'hui, peut-être qu'on n'a plus cette stringence avec les publications au niveau digital. Donc, je voulais souligner donc, le parallèle entre l'évolution des mécanismes de dissémination de la science avec l'évolution des technologies, en partant des copistes, l'imprimerie avec Gutenberg, les machines Xerox qui ont permis de faire les photocopies qui facilitaient les peer reviews, et maintenant Internet où on peut potentiellement partager tout ce qu'on veut avec une grande audience. Ce qui nous a amené à Open Science. Alors le terme, ça n'a pas été dit, mais c'est Steve Mann qui a utilisé ou proposé ce terme en 1998. Et en 2002, c'est l'initiative de l'Open Access à Budapest qui a mis en avant cette importance avec la nouvelle technologie qu'est Internet de pouvoir rendre la distribution électronique de publications sans restriction pour que les scientifiques, les enseignants, les étudiants et tous les personnels ou toutes les personnes curieuses puissent s'en saisir. Donc le concept, c'est un concept dont on peut dire qu'il part au XIIe siècle, même avec l'idée de Bernard de Chartres, qui est ce qui a été repris par Isaac Newton, qu'on est tous sur les épaules de géants, donc savoir sur quoi on construit. Et enfin, le fait qu'il y ait des dérives concernant le système scientifique avec les données brutes qui ne sont pas forcément fournies, des méthodes insuffisamment expliquées, donc on ne peut pas forcément reproduire, parmi tous les éléments qui ont déjà été cités tout à l'heure. Donc ce besoin d'open science était vraiment à mettre en lien avec cette approche de recherche responsable et innovante, donc RRI, les deux choses ensemble. Donc si on reprend juste avec le nuage des mots, comment Open Science ressort, je crois qu'on voit ici toute une série de termes qui ont été utilisés pendant les présentations précédentes, mais peut-être si j'arrive à plusieurs définitions qui ont été mises en avant, un mot qui ressort quand même très fortement, c'est le mot accessibilité. Donc en 2010, c'était la proposition de Research Information Network. En 2011, Michael Nielsen, ensuite l'OECD en 2015, et en 2016, on voit la définition dans Wikipédia, qui est celle que presque tout le monde emploie aujourd'hui. Et si on arrive à l'approche de la vision européenne, on en a parlé ce matin avec la démarche lancée en 2016 par le commissaire Carlos Moedas, qui vise à emmener l'Europe vers ce changement pour promouvoir l'open access.
Maintenant, derrière Open Science, un certain nombre de principes qui ont été évoqués, je les rappelle parce qu'on l'a utilisé plusieurs fois, les termes FAIR pour Findable, Accessible, Interoperable, Reusable. Donc ce sont des éléments extrêmement importants pour que les données puissent être exploitées au maximum de leur potentiel. Enfin, pour aussi donner une idée de l'étendue que recouvre le domaine Open Science, je vous ai remis ici l'arbre qui est proposé par Foster. Et donc, vous voyez un arbre qui ressemble à un arbre évolutif où on voit énormément de facettes qui se déploient. Donc, on a beaucoup plus que Open Access derrière Open Science. Et c'est ce que je voulais également illustrer sur cette diapositive. On est en face d'un vrai écosystème et donc je vais peut-être vous donner quelques illustrations sur chacun des points. Open Access, on en a beaucoup parlé, donc je pense que je vais aller assez vite avec le plan S. Et pour rappeler ce que S signifie, c'est Science, Speed, Solution, Shock. Donc vous avez les éléments qui ont été mis en avant déjà précédemment sur la volonté de cette transition pour le plan S. Un certain nombre de supporters qui sont listés ici, je pense que ça doit être à peu près les derniers qu'on trouve sur Internet, avec aussi bien des financeurs que des sociétés caritatives et des institutions ou des regroupements, des associations. Je voudrais mentionner, en étant moi-même chair de EU Live, qu'on a réagi sur ce plan S en faisant quelques retours pour souligner des aspects qui nous paraissaient des points importants à garder à l'esprit. Mais je crois que pas mal de ces points ont été relevés précédemment. Le copyright, l'open access, bien sûr, les licences à mettre ouvertes, les questions de modèles hybrides à décourager, la qualité et le peer review qu'il faut essayer de maintenir pour avoir une qualité scientifique, les approches faisant intervenir les différents participants, et en particulier les communautés scientifiques, les conséquences pour les sociétés savantes, ça a été mentionné par Thierry tout à l'heure, et enfin les journaux prédateurs, l'accès à tout le monde, qui est un besoin de régulation, une approche qui doit être à l'échelle internationale, qui est vraiment essentielle, et enfin, ça doit aller main dans la main avec les changements dans le système d'évaluation. Donc, c'est évidemment pas seulement une problématique européenne, c'est ce que je disais. Là, je mentionne la position du Howard Hughes, qui, en 2016, mettait en avant aussi cette importance de publication accessible de manière libre, avec la possibilité de choisir de publier et dans un journal, s'il n'est pas open access, le laboratoire est responsable d'assurer que la publication soit disponible, accessible dès que possible après la publication. Donc là, c'était encore un peu large, mais peut-être qu'avec toutes les possibilités qu'on a en préprint, et j'y reviendrai, on peut aller aussi avec un accès plus rapide. Donc des nouveaux outils aussi qui sont importants à noter dans l'open science, je pense qu'on verra d'autres illustrations d'outils, mais qui permettent d'aller chercher, d'accéder à des informations sans avoir à payer. Donc il y a des web browsers comme Open Access Button où vous pouvez trouver toute une série de papiers avec un moteur de recherche intéressant, d'autres moteurs de recherche pour faire des cartographies de connaissances dans certains domaines. Donc énormément de possibilités qui s'ouvrent. Et là, je viens donc sur le préprint que je mentionnais. Je crois que Thierry l'a bien développé. Je vais juste ajouter que sur ASAP Bio, qui est une initiative qui a été fortement portée par Ron Veil, qui sera sur Paris en sabbatique dans pas très longtemps, cette volonté était de pousser les biologistes à s'inspirer de ce qui avait été fait par les physiciens. Et c'est vrai que l'adoption de l'approche préprint est vraiment partie de façon très forte. Mais tout cela pose aussi des questions, puisque on attend donc une peer review après avoir déposé le papier, et ça apporte aussi des réflexions sur ce que sont les autres métriques à envisager, donc j'ai mentionné Altmetrics. Enfin, Open Data, c'est un autre aspect de l'Open Science qui est évidemment très important. Et donc, dans ce contexte, peut-être la manière de résumer, c'est ce que j'ai mis au milieu, c'est
être ouvert par défaut, fermé quand c'est nécessaire, puisqu'il y a quand même des contraintes pour les données cliniques ou dans des cas de propriété intellectuelle. Donc voilà comment on peut réfléchir à ces questions, mais il y a besoin de moyens pour déposer les datas. On en a parlé pour un certain nombre d'entre elles, mais il s'agit aussi de retrouver après ces datas et de pouvoir les chercher. Donc là, j'ai donné l'indication d'un système de Finder qui permet de retrouver des datas si on se retrouve avec beaucoup de databases. L'open source, je pense que ça sera un élément discuté pour d'autres aspects un peu après, mais là aussi c'est le partage de software qui ont des codes qui peuvent être partagés avec la communauté pour aller plus loin. Et donc j'ai indiqué ici un certain nombre d'open source comme Firefox, Linux, Android ou GIMP, Imagery que les gens dans le domaine de la biologie utilisent beaucoup. Enfin, l'engagement avec la société, aller vers le public. Là, j'ai mentionné des actions. Il y a une action au niveau européen qui s'appelle Orion, qui est financée pour promouvoir l'open science dans des domaines de recherche fondamentale. Et donc, les projets sont d'essayer de faire participer les citoyens à des programmes de recherche. Donc, dans ce contexte, j'ai mentionné un autre projet avec Zooniverse, qui est un site web où il y a beaucoup de projets sur lesquels tous les volontaires possibles peuvent participer avec une approche de crowdsource scientific research et faire progresser sur des sujets particuliers comme le déchiffrage d'images ou reconnaissance d'animaux, par exemple. Enfin, la communication vers le public. Pint of Science, qui avait été initié en Angleterre, qui est un festival qui met ensemble les scientifiques et leurs dernières découvertes en présence du public pour les intéresser et les engager de façon simple. Et enfin, des projets de type art et sciences. Donc là, je ne peux pas m'empêcher d'en mentionner, notamment dans le contexte de l'épigénétique. On avait un programme Epigenesis où on a eu l'opportunité de faire des expositions, de travailler avec des artistes pour présenter les concepts. Enfin, un autre projet Arts et Sciences qui vient d'être financé sur la manière dont on peut tricoter l'ADN et faire des vêtements, mais pour illustrer les différentes façons d'organiser le génome au niveau de chaque cellule et son interprétation. Enfin, je voudrais juste conclure, finir à ce stade en rappelant donc que cette question d'open science, de partage, c'est une question ancienne avec des outils nouveaux qui devient de plus en plus prégnante aujourd'hui. Le besoin de partager a toujours existé, mais avec différentes capacités. Ce qu'il faut essayer de garder à l'esprit, c'est qu'on veut pouvoir exploiter l'information du mieux possible, donc information qui doit être une information de qualité, et qu'il faut également accompagner d'éléments incitatifs les démarches. Ça a aussi été mentionné. Donc ces évolutions de technologie, ce sont des opportunités qui peuvent permettre aussi une plus grande flexibilité et sur lesquelles on peut construire. Le futur nous attend, nous appelle, et donc là j'en profite aussi pour vous présenter une initiative qu'on est en train de développer qui s'appelle Lifetime. C'est une initiative interdisciplinaire dans le domaine de la santé en partant de la biologie qui est coordonnée par Nicolas Rajewski au Max Delbrück à Berlin et que je co-coordonne en France. On a 17 partenaires et dans le contexte de ce travail, il y a énormément d'informations et de données à partager et donc une réflexion très forte dans ce champ est vraiment lancée par la communauté qui se saisit de ce problème. Je termine en remerciant les gens qui m'ont aidé pour cette présentation. David, qui a fait sa thèse dans mon laboratoire, Michela Bertero, qui mène le projet Orion, Marta Agostino, qui est le coordinateur de EU Life, toutes les institutions impliquées dans EU Life et les partenaires et supporters de Lifetime. Enfin, je vous invite, si vous êtes intéressés, que vous voulez partager et discuter, on a des breakout sessions où on va discuter d'un certain nombre de ces sujets à la conférence d'ouverture de Lifetime à Berlin. Merci et je vous laisse quelques références. Il y a du temps pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ?
Geneviève, tu peux en dire un tout petit peu plus sur le Orion? Orion, alors... Orion, c'est un projet qui vise à promouvoir ces aspects au niveau culturel de la science ouverte, dans lequel il a été proposé par des chercheurs de lancer des projets dans lesquels les citoyens pouvaient s'impliquer. Donc il y en a eu par exemple un dans lequel ils se sont promenés avec un camion pour récupérer des frottis au niveau de la langue de beaucoup de gens et ensuite faire les analyses. Ils ont fait ça dans leur camion avec les gens pour des recherches de microbiote associées dans ce contexte. Il y a un autre projet qui est un projet qui s'appelle Genigma, où ils essayent de travailler sur des approches de reconnaissance dans le contexte de diagnostic du cancer sur des données sur lesquelles ils font travailler les citoyens avec eux. Donc il y a des tables rondes pour expliquer, puis après il y a d'autres éléments en accès sur Internet. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est la fin de la journée, les gens fatiguent. Et puis il y a beaucoup de choses qui ont été dites. En tout cas, moi je tiens à saluer mes collègues qui ont présenté énormément de matière pour réfléchir. Sébastien Candel. J'avais une question à propos des worries about learned societies. Quelles sont les préoccupations pour les sociétés savantes? Pardon. C'est pour les coûts des publications au niveau de ces sociétés. S'il n'y a pas de paiement concernant les abonnements, ça peut faire mourir les journaux en question. Donc c'est vrai qu'il y a tout un écosystème, et c'est pour ça que je parlais des différents stakeholders. Il y a les chercheurs, mais il y a aussi ces sociétés, et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Bon, on est dans un temple d'une société savante particulière ici, mais il ne faut pas oublier l'importance que ces sociétés savantes ont pu avoir et peuvent avoir. Donc je crois que d'avoir cette journée aujourd'hui à l'Académie est un signe très fort, et il faut que l'Académie se saisisse de la situation pour essayer de rebondir et tirer quelque chose de positif dans le contexte actuel. Vous pouvez vous mettre sur un micro devant vous, là. Voilà, merci. Bon, je prends ce micro. Donc, je voudrais développer là votre point qui est extrêmement important. Parce que les sociétés savantes, ça reste des endroits où nous, les chercheurs, on est dedans. Donc, on a les moyens d'agir. Oui. Le gros problème qu'on a avec les publishers, c'est qu'on n'a absolument aucun moyen d'agir, sauf en achetant des actions dans un certain nombre d'actions qui nous permettent d'avoir la voix, parce que ça, c'est purement commercial. D'accord. Et alors, la crainte que j'ai, et je voulais en parler un tout petit peu avant, mais là, il y a eu trop de discussions, je ne suis pas intervenue, mais par exemple, le genre de contrat dont parlait Horst Hippler et le risque qu'on a aussi avec les négociations actuelles qui ont lieu avec Elsevier, c'est que finalement, les APC vont être prépayés. Donc, le gros problème de ça, c'est que le chercheur ne saura toujours pas exactement combien ça coûte, parce que ça ne le regarde pas. Du moins que ça arrive sans qu'on ait à s'en occuper, on ne veut pas savoir le prix. Mais le gros danger de ça, c'est qu'on va signer des contrats avec quelques très gros publishers, Wiley par exemple dans votre cas, Elsevier qui est en négociation, mais toutes les petites sociétés savantes n'auront absolument pas les moyens de négocier des contrats comme ça. Donc les chercheurs qui auront ces articles prépayés, c'est-à-dire où ils penseront que ça ne leur coûte rien de soumettre à des revues par exemple de Wiley, ça ne sera pas à prendre sur leur budget, si vous voulez, ça va faire une concentration encore plus grosse du marché entre les mains des acteurs qui déjà dominent. Donc je vois un risque important à prendre en compte. Mais je crois que c'est le point important, c'est d'avoir cette prise de conscience de ce qui est en train de se passer et réagir. Parce que peut-être qu'au niveau des sociétés savantes,
il faut réfléchir aussi sur la façon de faire la transition, parce que je crois que ce qui a été mentionné, c'est que transition, il va y avoir, on va changer de modèle. Donc il faut qu'on soit capable de trouver un modèle dans lequel on garde une place et une voix qui permettent de porter haut et fort ce que les chercheurs peuvent avoir à dire. Mais le gros problème des sociétés savantes aujourd'hui, vous le savez, c'est qu'elles financent une partie de leur activité justement sur les publications qui leur rapportent. Mais là, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça dangereux. que ce que je suis juste en train de dire, je n'ai pas la solution. Je dis, je fais le constat. Et si on va trop vite dans le chemin, on va perdre des atouts en route. Donc il faut qu'on soit conscient. Donc c'est pour ça qu'avec EU Life, on a mis ça en exergue en disant attention, aller dans cette direction, c'est une bonne idée, mais on a des sujets à risque. Et il faut prendre ça en compte pour que le chemin, on l'adapte pour pouvoir aussi intégrer cette dimension. Et je pense que le green est la bonne transition parce que ça permet d'attendre, de voir qu'est-ce qui va être la solution idéale pour nous autres chercheurs, parce que c'est quand même notre problème. Le gros avantage du green, c'est qu'on fait une transition plus souple, plus tranquille. C'est-à-dire que si on va tout de suite vers le gold, même avec APC réduite, on a fixé le modèle. Le préprint est déjà, je pense aussi, une solution intéressante s'il était reconnu davantage, parce que finalement, ça permet d'ouvrir les choses tout de suite. Oui, pardon. Oui, Denis Lacroix, responsable de la prospective et la direction scientifique de l'IFREMER. Avec l'ampleur du changement global à venir et le souci de beaucoup de citoyens de participer à la connaissance de l'évolution de leur milieu, il y a un développement très fort aujourd'hui de la science participative ou citoyenne, bon bref. Et donc vous l'avez cité un peu rapidement, mais en fait c'est un mouvement qui est d'une très grande ampleur et surtout à l'échelle mondiale, notamment dans des contrées où on avait peu d'informations, je pense notamment à l'Asie et à l'Afrique. Ma question est la suivante, est-ce qu'on ne risque pas à ce moment-là d'avoir une science un peu à deux vitesses, avec une science dite citoyenne dans laquelle les conditions d'obtention des données, du traitement de ces données est pas toujours très rigoureuse, et une science, la science classique, qui elle est très normée, très exigeante, etc. Ou est-ce qu'il faut mettre en place un dispositif permettant d'intégrer cette participation citoyenne, comme elle est faite par exemple dans des enquêtes en médecine, dans lequel il y a une vérification très précise de la qualité des données de base, et donc elle est recyclée par, je dirais, l'establishment scientifique, pour faire court. Je crois que, très honnêtement, la science citoyenne, si elle n'est pas faite en s'en saisissant pour que la société comprenne l'importance de la rigueur quand on essaye de faire de la science, c'est nul, permettez-moi de le dire. Mais je crois que c'est aussi l'occasion de faire passer ces messages sur comment on fait de la science pour produire des données de qualité. Après, on peut obtenir des données de qualité qui ne vont pas nécessairement nécessiter des technologies ultra sophistiquées. Mais dans les principes et dans la démarche, il y a déjà quelque chose d'important à faire et qui va rendre les citoyens beaucoup plus engagés et plus capables de comprendre les progrès, d'adhérer à de nouvelles choses pour le futur, même si ce n'est pas eux qui sont impliqués dans absolument tout. Donc voilà un peu comment je vois les choses. Il est 4 heures, c'est l'heure d'appeler notre prochain orateur, mais j'ai une toute petite question. Je n'étais pas là à toutes les conférences, je m'en excuse, mais je voulais quand même poser la question de la compétition, parce que c'est quand même quelque chose qui revient quand on propose aux jeunes chercheurs de mettre des papiers sur bioRxiv, par exemple. Oui. Ils me disent, je vais mettre mon papier, tout le monde va savoir que je fais ça, etc. Donc, je veux savoir un petit peu comment vous réagissez à ça. Voilà. Écoute, pour être honnête, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup évolué en se rendant compte que quand on met un papier sur bioRxiv, d'une certaine manière, on a posé le fait qu'on fait une recherche sur un sujet donné. Donc, le compétiteur va prendre en compte l'existence des données en question et quelque part, ça marque le terrain. Donc, moi, je pense que c'est plutôt un avantage de le faire de cette manière-là. Maintenant, on peut se dire, oui, mais le compétiteur va s'en servir. Il y a des transitions à faire, donc je crois qu'il faut être réaliste aussi.
et tu as raison de mettre le doigt là-dessus. Mais la compétition, elle existe à d'autres niveaux que ceux-là aussi, hein, même quand on présente des données dans d'autres contextes. Je pense, par exemple, tu mets un article avec une analyse, mettons, sur 100 objets, et puis tu as une armée de Chinois qui peuvent faire l'analyse sur 1000 objets. C'est tout, ils arrivent au même moment. Mais on ne peut pas empêcher de penser ça. Mais on ne peut pas empêcher de penser ça, mais je crois qu'on aura du mal à empêcher que ça se fasse. Voilà. Donc après, il faut voir comment on le fait avec. Merci beaucoup. Donc,